Voilà, bah, je crois que c'est live sur Facebook maintenant. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, bonjour à tous. Merci, merci d'être avec nous. Donc, tous ceux qui souhaitent assister à la conférence peuvent nous retrouver sur le Facebook Live ou sur Zoom. Et merci Grégoire et Sarah d'être nos intervenants ce soir. Alors, le but de cette soirée, c'est de faire le point sur la téléphonie mobile de 5e génération, donc la 5G, et les interrogations qui s'en accompagnent. Donc, si aujourd'hui on va vers la 5G, il est primordial d'y aller en conscience, d'où la nécessité de mettre ce sujet en débat, et d'où le rôle en fait de l'éducation permanente de pouvoir mettre ça en débat. D'autant plus qu'on constate en ce moment qu'il y a un empressement par rapport au déploiement de la 5G qui pose un problème parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui doivent être pris en compte. Donc, dans un premier temps, on va poser le décor et expliquer ce que c'est en fait la 5G concrètement. Ce premier volet, il va s'accompagner d'un temps de questions en cas de problème de compréhension. Puis, on va dresser un diagnostic en fait des risques centraux qui sont implémentés, liés à l'implémentation de la 5G. Plus largement, ça va nous pousser à questionner nos rapports aux problèmes technologiques et à son utilisation. Dans ce cadre-là, on va aussi parler de la nécessité de faire valoir un bon exercice de la démocratie avant de pouvoir déployer ce genre de dispositif. Et on va aussi parler du projet du collectif Territoire sans 5G qui sera présenté par la suite. Donc, c'est globalement des questions auxquelles on essaie de répondre à attaque. On a cette volonté en fait d'éclairer les citoyens sur des sujets qui sont éloignés des débats citoyens, souvent parce qu'il y a une méconnaissance sur ces sujets. Donc, il s'agit vraiment de se réapproprier ces débats en essayant de comprendre les rouages pour faire valoir les intérêts des citoyens dans une logique évidemment ascendante et non descendante de ce genre de prise de décision qui sont aussi importantes que le déploiement de la 5G. Donc, ce soir, cette conférence, elle est rendue possible grâce à une collaboration entre le collectif Territoire sans 5G, Attaque Coligny-Bruxelles et le journal Pour, et d'abord et surtout par la présence de nos deux intervenants. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Wallenborn, qui est chercheur à l'IGAT, qui est l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire à l'ULB, et Sarah Delatte, qui de son côté est chez Interenvironnement Bruxelles et au collectif Territoire sans 5G. Donc, petit point logistique, on va avoir un premier temps pour des questions, donc qui vont plutôt être des questions de compréhension, suite au premier et au second volet de la conférence, qui seront tenus par Grégoire. Et après, on va prendre plus de temps à la fin du troisième volet, tenu par Sarah pour toute autre question. Donc, à ce niveau-là, si vous voulez poser des questions, c'est possible de le faire par écrit sur le live stream, sur Facebook ou sur Zoom, ou alors on peut intervenir directement en se manifestant avec le signe de la main sur Zoom pour des questions courtes. Et voilà, petit point logistique. Donc, sans attendre, on va se plonger dans la conférence. Donc, je laisse la parole à mes intervenants. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais partager ma petite présentation que j'ai faite pour ce soir. Vous me dites si ça marche. Et donc, voilà, moi, je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste de tous les sujets de la 5G. Pourquoi est-ce que je suis là? C'est parce que, je suppose en tous les cas, j'ai participé au groupe d'experts de la 5G qui a remis son rapport au gouvernement wallon récemment. Donc, j'étais d'ailleurs hier matin au Parlement wallon pour défendre la partie énergie-climat. C'est surtout en tant que chercheur sur les questions de consommation d'énergie en lien avec le climat et les ressources que j'ai participé à ce groupe. Mais en participant à ce groupe, évidemment, je me suis intéressé à tous les autres aspects liés à la 5G et aussi en tant que, je dirais, analyste des controverses scientifiques. Ça m'a toujours intéressé de regarder comment une nouvelle technologie s'insère dans le tissu social et quel type de controverses scientifiques et de polémiques plus politiques suscite ce genre de nouvelles technologies. Et c'est plutôt à ce titre-là que je vais vous parler. Donc, on m'a demandé de vous faire un très, très bref résumé d'abord de ce que c'est la 5G et à quoi elle pourrait servir. Et puis, je vais vous faire
un petit résumé aussi des polémiques et des débats que moi j'ai observés autour de la 5G, de mon point de vue extrêmement partiel et limité. C'est plus pour fournir un cadre à la discussion. En tous les cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et donc, j'aborderai très rapidement la santé humaine et la santé des non-humains, les questions de surveillance et de protection de la vie privée, toute la question de l'économie de l'attention et des addictions. Énergie et ressources, ça, ce sera sans doute plus long puisque c'est ça que je maîtrise le mieux. Et puis, ben, on pourra se poser la question, est-ce que tout ça est vraiment utile? Est-ce que la 5G va vraiment nous aider à faire des tas de nouvelles choses dont nous avons absolument besoin? Bon, vous devinez déjà sans doute la réponse. Alors, en la 5G, en fait, quand on parle de 5G, on parle de beaucoup de choses extrêmement différentes. On parle de bandes de fréquences différentes qui ne vont pas être déployées en même temps. Je vous ai mis ici un peu les bandes de fréquences telles qu'elles sont pour l'instant déployées ou bien qu'elles vont être déployées à l'avenir pour les différentes générations de téléphonie mobile. Hein, comme vous le voyez, les réseaux 2G, 3G, 4G, c'est 900 et 1800 MHz, avec toujours dans des bandes. Ce qu'on a appelé la 5G Lite, c'est les mêmes bandes de fréquences que la 3G, 4G, autour de 2,1 GHz. La bande de fréquence, finalement, quand on parle de 5G, on parle essentiellement de la 700 MHz, qui est en fait une bande de fréquence récupérée de la télévision. Avant, la télévision analogique était dans les bandes de 700 et 800 MHz. Et comme on est passé en télévision numérique, encore une nouvelle technologie d'ailleurs qui s'est imposée à nous sans qu'il y ait beaucoup de débats autour de ça. Comme on va passer aussi à la radio numérique bientôt, et donc ça va rendre obsolète des millions d'objets sans qu'on ait pu en discuter vraiment sérieusement. Donc quand on parle de 5G, on parle surtout en fait de la bande de fréquence de 3,6 GHz, et dans un avenir plus lointain de la 26 GHz. On n'envisage pas ça avant 2025. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va dans des bandes de fréquences aussi élevées? C'est pour essentiellement augmenter le débit. Je vais y revenir dans un instant. Et une autre caractéristique de la 5G, c'est que le temps de réaction, ce qu'on appelle la latence, est très réduit. Donc, on parle d'une réduction d'un facteur de 10 à 100 de la latence et d'une augmentation de 10 environ du débit grâce à la 5G. Une autre caractéristique de la 5G, c'est qu'on va faire du network slicing, c'est-à-dire on va diviser les bandes de fréquences de manière beaucoup plus fine pour pouvoir les attribuer à des usages différents. Et une chose aussi importante à comprendre dans la 5G, c'est que tandis que la 4G arrose toute une région, si vous voulez, une cellule, comme on appelle ça, avec ses ondes, la 5G promet de pouvoir focaliser les faisceaux sur l'utilisateur en le repérant. Et donc, ça va poser d'ailleurs des problèmes sur la manière dont on va évaluer l'exposition aux ondes, puisque en moyenne, effectivement, la 5G on pourrait être moins exposé aux ondes avec la 5G, mais à certains moments, on pourrait être exposé de manière bien plus intense si on est dans le faisceau prévu dans le faisceau de la 5G. Alors, il faut bien comprendre que la 5G, c'est très difficile de l'évaluer. C'était une discussion qu'on a eue d'ailleurs entre experts. C'est est-ce qu'on peut évaluer juste les conséquences et les effets de la 5G? Ben, on ne peut pas, puisque la 5G, c'est juste de nouvelles pièces dans l'ensemble du système des technologies de l'information et de la communication. Il y a aujourd'hui une obligation pour les pays européens à mettre aux enchères des bandes de fréquences de 5G. Ça devait être le cas, si je me suis trompé, c'était avant le 31/12/2020, donc pour la bande de 3,6 GHz, et la Belgique est en retard là-dessus. Et pour la bande de 26 GHz, il fallait s'assurer qu'il y a un marché, et
l'organe compétent en Belgique, l'IPPT, a constaté qu'il n'y avait pas pour l'instant de marché pour la 26 GHz. Alors, l'intérêt d'aller vers les hautes fréquences, c'est à la fois avoir de plus en plus de bandes passantes, comme le petit schéma en dessous vous le montre, et aussi d'avoir plus de débit. À haute fréquence, vous pouvez augmenter le débit des données. L'inconvénient, c'est que la portée est beaucoup plus courte et que c'est la haute fréquence franchit beaucoup plus difficilement les obstacles, les murs des bâtiments, les arbres, etc. Et donc, nécessite à ce moment-là plus d'antennes ou une puissance plus importante, mais ça, les normes d'émission, qui varient d'ailleurs d'une région à l'autre, interdisent d'augmenter l'émission à la puissance à n'importe quelle puissance. Ce que on nous promet aussi avec la 5G, en fait, c'est de pouvoir densifier les connexions sur une aire donnée, de pouvoir connecter un nombre très important d'objets dans une certaine zone. Qu'est-ce qu'on attend en termes d'usage de la 5G? Alors, on est dans un domaine finalement assez spéculatif qu'on peut appeler celui des promesses technologiques. C'est quelque chose qui existe depuis le 19e siècle. On annonce une découverte et puis va s'en suivre des tas d'innovations et on va essayer de façonner les imaginaires de la population pour leur dire toutes les belles choses qu'ils vont pouvoir recevoir. Là, je vous ai mis un petit dessin qui explique l'Internet des objets, qui explique plutôt les différentes applications telles qu'on les imagine, mais il y en a, elles sont extrêmement nombreuses. C'est l'Internet des objets, tous les objets connectés que vous pouvez imaginer, les voitures à conduite assistée, la réalité virtuelle qui peut être soit du gaming, mais aussi dans le cadre professionnel, tout ce qui est évidemment terminal, écran, etc. Les smart cities, les homes, les smart homes aussi, tout ce qui est médical, etc., etc. Alors, quand on regarde d'un peu plus près, et on a fait, c'est Jérémy Grossman de l'Université de Namur qui a fait une enquête auprès d'une trentaine d'experts et notamment des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la 5G précisément? Aujourd'hui, les entreprises qui sont intéressées par la 5G disent que ça va permettre de robotiser effectivement des chaînes de production. On va pouvoir avancer dans l'automatisation aussi de la logistique, faire de la réalité augmentée, multiplication des capteurs et big data. En réalité, ça intéresse donc certaines entreprises, les ports d'Anvers, de Zeebrugge, tout ce qui est fabrication d'automobiles et pas grand-chose d'autre. Et qu'on constate qu'en fait, les besoins exprimés aujourd'hui, en tous les cas par les entreprises, sont relativement limités et peuvent être remplis par des besoins locaux, voire on peut aussi développer tout ce qui est filaire, fibre optique ou coaxiale notamment. Alors, qu'est-ce qu'on attend des usages du point de vue des villes et communes? C'est les smart cities, mais aujourd'hui, les applications restent relativement floues. D'après mes connaissances, les villes et les communes se tâtent et se demandent si ça va vraiment les aider à faire certaines choses. Une chose certaine, c'est la télésurveillance. La 5G va certainement améliorer la qualité des vidéos qui pourront être prises par les caméras de surveillance. Alors, ce qu'on vous promet, vous, en tant qu'individu consommateur, c'est des téléchargements beaucoup plus rapides de vidéos, du gaming mobile. Apparemment, ça a beaucoup de succès en Corée du Sud. Des visioconférences plus fluides. Si vous avez des problèmes là, de connexion pour l'instant, avec la 5G, ça ira beaucoup mieux. Plein d'objets connectés, ça va du frigo à votre brosse à dents. Enfin, voilà, ça, c'est des exemples qu'on trouve sur le web. Une chose aussi, un argument qu'utilisent aujourd'hui les opérateurs, c'est la saturation prochaine des réseaux 4G dans les centres urbains denses. Et donc, la 5G pourrait pallier cette saturation.
Un autre acteur très intéressé par la 5G et dont on parle beaucoup moins, c'est l'armée. Vous imaginez un territoire quadrillé par la 5G, c'est fantastique. Vous pouvez déployer des drones, des robots. L'armée, évidemment, serait ravie en termes de surveillance, mais aussi de mobilité de tous les engins qu'elle pourrait déployer sur un territoire. Concernant les voitures à conduite assistée, je préfère d'ailleurs ce terme à voiture autonome. Ce n'est pas des voitures autonomes, elles ne sont pas autonomes puisqu'elles dépendent de connexions ultra rapides et hyper fiables avec des data centers. Ces voitures à conduite assistée, en fait, ne nécessitent pas nécessairement la 5G. Il y a une bagarre aujourd'hui entre deux standards concurrents et dont l'un sans 5G. Et donc, il n'est pas encore sûr de savoir comment ces voitures assistées pourraient se déployer. Aujourd'hui, sans doute d'ailleurs que les voitures à conduite assistée, les meilleures, c'est les transports publics. Et pour ceux qui ont les moyens, d'ailleurs, ceux qui auront les moyens de se payer des voitures à conduite assistée, ce sont déjà des personnes qui utilisent régulièrement le taxi. Donc, on peut aussi probablement assez fort douter de l'usage des voitures à conduite assistée. Après, vous pouvez aussi vous mettre dans la peau des designers et des ingénieurs qui imaginent des tas d'usages possibles de la 5G, plus révolutionnaires les uns que les autres. Mais tout ça reste pour l'instant assez spéculatif. Alors voilà, ça c'était l'introduction un peu sur la 5G. Je ne sais pas, j'ai dû aller relativement vite. Je ne sais pas si vous avez, on avait prévu avec Julia un petit moment de clarification. S'il y a des questions vraiment spécifiques sur la 5G, pas des questions de débat ou de discussion, c'est peut-être le moment d'avoir ces discussions-là ou ces questions de clarification. Est-ce qu'il y a des questions qui vont Alors, dans il n'y a pas de questions spécifiques sur des points de compréhension, quoi, des choses à éclairer. Donc, je pense que là, pour le coup, tu nous as bien posé le décor. Donc, on va peut-être pouvoir passer à effectivement de second point et se demander en fait pourquoi on réagit de cette manière à la 5G et quels sont les risques finalement qu'ils en émanent, quoi. Ok, ben, je repasse alors directement. Ah, pardon, il y a une Ah, question et oui, il y a quelqu'un qui levait la main. D'accord. Alors, la question nous vient de Céline qui demande où en est le déploiement satellitaire. Donc, j'ai dit que je n'étais pas un spécialiste. Je ne sais pas. Honnêtement, voilà, je vais devoir dire assez souvent mon ignorance en la matière. Je ne non, je ne pouvais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Non, désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Non, c'est un sujet, comme on a pu le constater à plusieurs reprises, et notamment aussi hier au Parlement wallon, c'est un sujet extrêmement complexe, épineux, qui demande vraiment des compétences dans beaucoup de domaines pour pouvoir être cerné. Donc, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Désolé. Bon, je vais continuer alors. Pour vous, simplement, c'est un partage pour moi plutôt de constat, c'est-à-dire que j'essaye de vous dire ce que moi j'ai observé, c'est partiel. Je ne sais pas si c'est partial, ça vous me le direz ensuite. Mais en tous les cas, une chose que j'ai relevée, c'est que les polémiques et les résistances face à la 5G ont surpris pas mal d'experts, d'opérateurs et se sont demandé mais pourquoi aujourd'hui la 5G semble cristalliser autant d'opposition alors que la 3G et la 4G est passée comme ça. Moi, ça ne m'a pas tellement surpris parce que par mon boulot, j'ai pu voir apparaître quand même une série de questions. Et ça ne m'étonne pas que la 5G cristallise précisément une série de questions, et notamment l'électro-hypersensibilité. Donc, ces personnes qui se déclarent électro-hypersensibles sont de plus en plus nombreuses. Il y a évidemment tout un débat autour des pouvoirs de plus en plus
démesurée des GAFAM et de l'emprise qu'ils ont sur nos données personnelles. Des tas de questions aussi sur nos dépendances et addictions aux écrans. Et puis évidemment, la question du climat et des ressources est de plus en plus présente et urgente. Et la question est de savoir si la 5G ne va pas nous accélérer cette marche vers le désastre. Et donc, aussi, un nouveau type de question qui émerge, et on l'a vu avec le confinement, c'est finalement quels sont les besoins essentiels, quels sont les commerces essentiels qui peuvent rester ouverts, les autres pas. Il n'y a finalement pas beaucoup de discussions démocratiques à ce sujet, mais je constate que cette question sur ce qui est essentiel est en train d'émerger et que le confinement est probablement en train de modifier beaucoup de nos représentations et de nos imaginaires sociotechniques, de rendre pour certains certainement plus acceptable toutes ces technologies, ces écrans, et en même temps aussi beaucoup plus insupportable cette idée qu'on passerait encore plus de temps derrière nos écrans. Donc en tous les cas, c'est des questions certainement émergentes. Alors, la première question qu'on se pose en général, et c'est pour moi certainement pas la seule, mais il faut pouvoir l'aborder, c'est celle des conséquences sanitaires de la 5G. Donc, je répète, je ne suis pas un expert en exposition des ondes, mais je peux vous faire part de mes observations. En général, on distingue les effets thermiques et non thermiques. Bon, les effets thermiques, c'est simplement le fait qu'une onde, c'est de l'énergie et que si vous vous exposez à une onde pendant un certain temps, cette énergie va réchauffer votre corps ou certaines parties de votre corps. Et puis, il y a les effets, ça c'est quelque chose d'admis par tout le monde et donc il y a des normes. Les normes sont faites pour limiter les effets thermiques. Sur les effets non thermiques, c'est beaucoup plus compliqué. C'est reconnu par certains et pas par d'autres. En attendant, il est clair que l'électro-hypersensibilité qui résume ou qui reprend une série de symptômes comme des maux de tête, des insomnies et d'autres choses, cette électro-hypersensibilité est clairement en croissance dans la population. Il est difficile pourtant de dire combien de personnes sont réellement électro-hypersensibles parce que la plupart probablement ne le savent même pas, le corps médical n'est pas formé aujourd'hui pour repérer ces symptômes et donc c'est difficile pour les personnes de dire qu'elles seraient électro-hypersensibles. Selon différentes études, on se dit que ça doit être quelques pourcents de la population, mais tout ça reste à démontrer. Alors, concernant les effets non thermiques, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a une vraie controverse scientifique entre deux manières de faire science, entre deux types de sciences. D'un côté, les sciences de terrain, l'épidémiologie, c'est une série d'acteurs de terrain, de médecins de première ligne ou autres, disent qu'ils observent de plus en plus de cas et qu'ils documentent une série de choses et disent « ça existe ». En attendant, on n'arrive pas aujourd'hui à reproduire ça au laboratoire. Et donc, les scientifiques qui ne jurent que par le laboratoire, par une mise en scène bien purifiée des causes et des effets, n'arrivent pas à reproduire ces effets, ces symptômes et disent donc c'est un effet nocebo, c'est l'inverse d'un placebo. C'est des gens qui ils ont quelque chose, c'est clair, mais on ne peut pas l'attribuer aux ondes. Et donc, on a ici affaire à une belle, vraie controverse scientifique entre deux manières de donner une preuve scientifique. Et ce genre de tension, en fait, est quelque chose d'assez courant qu'on a vu par le passé dans les questions santé-environnement, notamment sur le plomb, sur les perturbateurs endocriniens également. D'ailleurs, comment est-ce que moi je prends position par rapport à ça? C'est vraiment justement de regarder tous les cas passés où on a eu des alertes et puis finalement on a trouvé le bon moyen d'interroger les corps qui s'estiment
malades ou qui s'estiment en tous les cas symptomatiques et qui donc, comment dire, c'est tous ces cas par le passé qui avaient du mal à s'imposer et puis on a trouvé effectivement les bons protocoles pour dire il existe bien quelque chose. Et ça, je vous renvoie vraiment à un rapport très, très intéressant qui est Signaux précoces et réponses tardives et qui prend une quinzaine de cas. Ça va de la surpêche au trou dans la couche d'ozone, en passant par l'amiante, perturbateurs endocriniens, etc. Et qui montre qu'au début, on ne croyait pas aux alertes et parfois on a réagi à temps, parfois pas à temps. En tous les cas, ils ont essayé aussi de trouver ce qu'ils appellent des faux positifs, c'est-à-dire des alertes qu'on aurait données et puis qui ne se seraient pas avérées. Et ils n'en ont trouvé à peu près aucun. Ils citent, je crois, 2 cas, le bog de l'an 2000 et puis le déversement des eaux usées dans la mer du Nord. Bref, c'est un vrai plaidoyer pour le principe de précaution. Moi, quand je regarde l'ensemble des cas et puis l'électro-hypersensibilité en croissance, ma conviction, c'est qu'il y a quelque chose, certainement, et qu'il vaudrait mieux appliquer le principe de précaution en l'occurrence. Alors, sur la biodiversité, c'est encore plus compliqué. Il y a peu d'études. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que la faune et la flore sont sensibles aux champs électromagnétiques, que la réponse à ces champs électromagnétiques semble dépendre du temps d'exposition. Plus on expose des plantes et des animaux à des ondes électromagnétiques, plus ils vont réagir. Et on voit ces effets-là, notamment sur la croissance des plantes qui est ralentie, et puis sur une série d'animaux comme des insectes, des oiseaux, du bétail, etc. Bon, ceci est un champ d'étude encore assez incertain et controversé, mais il semble quand même qu'il y ait pas mal d'éléments qui pointent vers des choses pas très, très rassurantes. Alors, autre point hyper important concernant la 5G, c'est la surveillance et la protection des données. Donc, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas uniquement de nos données personnelles qui sont en jeu. Ce n'est pas juste mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, les GAFAM ne monétisent pas que cela, mais aussi toutes les petites actions que je fais, tous les petits choix que j'ai en étant sur Internet, sur mon smartphone, en étant à tel endroit, avec d'autres, etc. Tout ça traité par le big data, et qui permettent, c'est un big data aussi, c'est du dadaïsme. On pourrait dire, c'est un big dadaïsme. Ça permet avec justement cette analyse du big dadaïsme, de déduire une série d'informations sur vous et parfois de mieux vous connaître que vous ne le pensez, votre orientation politique, votre personnalité, orientation sexuelle, etc. etc. Beaucoup plus de choses que vous n'imaginez pouvoir donner. Je renvoie ici à une interview, je trouve très éclairante de Shoshana Zuboff sur AOC, donc cette revue en ligne. Et donc, Shoshana Zuboff nous dit qu'en fait, il y a chez les GAFAM l'idée qu'on marchandise et on privatise l'avenir humain via les publicités. Et donc, qu'il faudrait pouvoir interdire ce genre de choses, comme on interdit la marchandisation des organes, la marchandisation des êtres humains. On a aussi toute une nouvelle législation à mettre en place pour dire, ben non, notre vie privée, c'est aussi notre avenir et on ne veut pas que cet avenir soit marchandisé, privatisé par les humains. Il s'agit ici aussi de toute la mise en place d'une gouvernance algorithmique, et là je renvoie aux travaux d'Antoinette Trouveroy et Thomas Berns, avec une absence de prise de choix, de prise plutôt sur les choix qui nous concernent, puisque finalement c'est des algorithmes qui sont là et qui préemptent nos futurs, nos décisions,
et met en question évidemment la manière dont nous concevons la politique. Donc la 5G vient s'inscrire dans tout ça avec l'idée qu'on va en pouvoir recueillir encore plus de données sur plus d'activités quotidiennes, encore une précision accrue sur nos localisations. J'ai parlé de la vidéosurveillance qui sera bien améliorée aussi. Et donc, on va avoir affaire avec la 5G à très probablement un contrôle social encore plus renforcé. Et aujourd'hui, on est finalement très mal protégé par rapport à tout ça. Autre polémique, débat autour de la 5G et des technologies de l'information et de la communication en général, c'est vraiment les multiples situations d'addiction que suscitent les écrans, la difficulté de résister aux nombreuses notifications, de se déconnecter aussi. On observe une dépendance accrue aux jeux, à la vidéo, voire à la pornographie. Ça pose des problèmes, notamment dans les entreprises et à l'école. Et tout ça vient du fait que ces écrans sont de mieux en mieux conçus pour capter notre attention, parce que plus ces plateformes captent notre attention, plus elles peuvent vendre de la publicité. Et beaucoup de sciences, notamment cognitives, sont impliquées dans la conception de ces plateformes. Et ces objets, il faut bien le remarquer, sont super bien faits. Ils sont faits pour être simples et faciles à l'usage. Certains sociologues parlent d'ailleurs de la tyrannie de la facilité. Ils s'imposent à nous d'abord de manière presque sans qu'on le veuille. Ce n'est pas qu'on les veut ou qu'on ne les veut pas, c'est que c'est tellement plus facile d'utiliser ces objets plutôt que l'ancien mode où on devait se déplacer, on devait faire ceci, cela. Voilà. Il y a une sorte de… On compte finalement sur la paresse des usagers et ça marche extrêmement bien. En outre, les environnements qu'on nous propose sont de plus en plus attrayants, de plus en plus pertinents par rapport à ce que nous faisons, puisqu'on sait de mieux en mieux, les plateformes savent de mieux en mieux qui nous sommes et ce que nous désirons. Et puis, vient le moment où on vous oblige à avoir un smartphone, et c'est de plus en plus le cas pour faire des réservations, pour vous connecter. Vous avez certainement eu ce genre de cas. Alors, j'en viens à ma spécialité, et donc ça va peut-être durer un peu plus de temps. Il faut m'arrêter quand je suis trop long. Toutes ces technologies de l'information et de la communication ne sont pas immatérielles, évidemment. Donc, on ne se rend pas compte à quel point ces technologies nécessitent de plus en plus de ressources minérales. Dans les années 80, il y avait dans vos téléphones moins de 10 éléments du tableau périodique de Mendeleev. Dans les années 90, on en a ajouté quelques-uns, et c'est à partir des années 2000 qu'on a, pour la miniaturisation, inclus de plus en plus d'éléments, et ce qui fait que aujourd'hui, on atteint environ 75% du tableau de Mendeleev dans les smartphones. Vous pouvez voir autour de vous que les appareils numériques sont de plus en plus nombreux. Les déchets électroniques sont extrêmement variés, avec des substances plus ou moins dangereuses. Ça suscite des problèmes croissants au niveau de l'extraction, les mines, les pollutions locales, et puis l'élimination et le recyclage. On sait qu'il va y avoir des tensions sur certains métaux à partir des années 2030, que ça va être de plus en plus compliqué d'avoir certains des métaux. Alors, on pourra imaginer des substitutions, mais une chose qui est peut-être moins connue, c'est que toutes ces merveilles de la technologie, tous ces appareils numériques, tous ces transistors qui sont de plus en plus disséminés dans l'environnement ne seront jamais
recyclables. Je dis bien jamais, parce que la performance de ces dispositifs électroniques dépend précisément de la miniaturisation. Donc, on va chercher dans la nature des composantes qui sont relativement concentrées, on en fait des lingots et puis on prend des microgrammes et parfois encore moins et qu'on disperse dans des appareils, qu'on amalgame de manière extrêmement fine à l'échelle nanométrique pour faire des puces de plus en plus petites, des transistors qui sont vraiment extrêmement fins. C'est ça qui permet des puissances de calcul au centimètre cube phénoménales. Mais en faisant ça, on rend impossible la séparation de tous ces éléments chimiques. Aujourd'hui, Umicore recycle effectivement les dispositifs électroniques et récupère 4-5 métaux sur l'ensemble, pas plus, et c'est rentable uniquement parce qu'ils vont rechercher les microgrammes d'or qui sont contenus dedans. Mais pour le reste, c'est perdu, c'est pour les oubliettes de l'histoire. Et donc, on devrait évidemment utiliser ces merveilles de technologie avec beaucoup plus de parcimonie. En termes de consommation d'énergie, ce n'est pas terrible non plus. Aujourd'hui, les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, consomment environ 3 à 4 % de l'énergie mondiale, surtout lors de la phase de fabrication. Et donc, cette consommation d'énergie est en croissance de 9 % par an. C'est le secteur industriel qui consomme dont la consommation d'énergie est le plus en croissance. Donc, on s'attend à une consommation totale d'énergie bien supérieure encore dans les années qui viennent. Et puis, concernant alors l'usage, et là on parle alors d'électricité, plus uniquement, et pas d'énergie, qui comprend aussi l'électricité, mais uniquement l'électricité d'usage, c'est 5 à 8 % de l'électricité mondiale et 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est évidemment aussi en croissance. Alors, pour calculer un peu, ben là j'ai fait le calcul avec notamment Jérémy Grossman, de ce que consomme aujourd'hui le réseau mobile en Wallonie, mais on pourrait faire le même genre de calcul ailleurs. On a pris la consommation d'énergie par station de base et on arrive, si vous voulez, à 1,5 % aujourd'hui de l'électricité wallonne consommée, juste pour 2, 3 et 4G. Or, la consommation va être croissante. Comme on le voit sur le graphique en haut à gauche, la 4G est venue s'ajouter à la 2G et la 3G. Et donc, même si on consomme un petit peu moins par génération, en fait, les générations s'additionnent les unes aux autres. En bas, c'est la consommation des données en Belgique, telle que relevée par l'IBBT, le régulateur des télécoms en Belgique. Et là, vous voyez qu'il y a une croissance extrêmement forte, environ 60 % par an des données. Et on nous annonce que la 5G va être plus efficiente, 10 fois plus efficiente énergétiquement que la 4G. Donc, pour la transmission d'un bit, ça va coûter 10 fois moins d'énergie. Toutefois, il faut s'attendre avec la 5G à une démultiplication des usages, à encore plus de consommation d'énergie, et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et donc, si jamais on misait sur une efficacité énergétique 7 fois plus grande, en fait, ce gain énergétique se serait annulé assez rapidement. Et tout ça, c'est sans considérer évidemment toute l'énergie qui va être consommée à la production et à l'utilisation de toute l'infrastructure nécessaire à la 5G. Donc, quand on vous dit que ça va réduire la consommation d'énergie, ça pourrait le faire dans certains secteurs. C'est possible, mais globalement, il faut s'attendre à un effet rebond majeur. On a fait des scénarios pour la Wallonie, on pourrait les reproduire ailleurs.
un scénario de non-déploiement, ce qui pose des problèmes politiques, puisqu'il y a une obligation, en tous les cas, à vendre les bandes de fréquence. En tout cas, comment dire, l'IBPT doit mettre aux enchères les bandes de fréquence. Et de toute façon, même sans 5G, la 4G, on prévoit que ça va continuer à augmenter. Si on fait un déploiement ciblé, donc juste dans des régions où on estime qu'il y a un véritable besoin, comme les zones industrielles, les zones urbaines denses, on a une petite augmentation de la consommation. Mais si on y va vers un déploiement complet sur le territoire, dans les bandes de fréquences mises, ben, on risque de doubler la consommation d'ici 2030. Et si on ajoute à ça la bande 26 GHz, on a un petit accroissement supplémentaire de consommation d'énergie. Bon, ça, c'est des scénarios dont on peut évidemment discuter les hypothèses, mais je ne ferai pas ça ici. Donc, on va avoir un problème pour rencontrer les engagements climatiques. Je vous les rappelle, hein, il faut que c'est les États membres de l'Union européenne. L'Union européenne s'est engagée à réduire de 55% les gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est le cas aussi de la Wallonie. Je n'ai plus pas regardé pour Bruxelles et la Flandre, mais ça doit être à peu près similaire. Ça veut dire quand même réduire d'au moins 5% les émissions de gaz à effet de serre par an. Hein, c'est à peu près ce qu'on a vu l'année passée en raison du confinement. Donc, vous imaginez, hein, c'est un confinement supplémentaire par an qu'il faudrait faire. Et puis, on veut nous ajouter de la 5G qui va augmenter, au contraire, la consommation d'énergie. Donc, c'est clair que la 5G ne va pas nous aider à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour moi, c'est quand même un enjeu essentiel, vital. Si on n'arrive pas à atteindre cet objectif d'ici 2030, on va avoir des très, très, très sérieux problèmes. Peut-être pas tout de suite, mais ça va être très compliqué. Alors, reste pour moi la dernière question, et c'est celle finalement que j'entends le plus souvent, mais à quoi ça va servir cette 5G ? Là, je vous ai mis deux petites blagues sur le frigo. Apparemment, c'est ça qui a l'air d'avoir frappé les humoristes, c'est d'avoir une connexion avec son frigo qui va vous dire ce qu'il faudrait acheter parce que votre frigo est à peu près vide ou ne contient plus certains éléments que vous auriez prédéfinis. En tous les cas, c'est difficile de dire évidemment à quoi ça va servir. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est suffisamment pourvu en moyens de communication, mais on est dans une économie de la promesse, dans la constitution d'imaginaires sociotechniques, où encore, en tous les cas, une série d'acteurs continue à penser qu'on va pouvoir faire de la croissance économique grâce à l'innovation. Moi, j'ai pu quand même lire énormément d'affirmations non fondées dans l'industrie et je pense qu'il y a de moins en moins raison de croire à ces promesses technologiques. Un exemple que je suis depuis longtemps, c'est les smart grids. Moi, je n'ai pas encore vu beaucoup de choses arriver sur les smart grids malgré les promesses d'il y a 10-15 ans. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je pense que la contestation envers la 5G n'est pas très surprenante et qu'elle pose vraiment de manière radicale, mais qu'est-ce qui est essentiel? De quoi avons-nous vraiment besoin? Est-ce que aussi on n'est pas en train de voir muter notre relation à la technologie grâce ou à cause de cette pandémie? Toutes des questions évidemment qui vont m'intéresser dans les années qui viennent. Alors en conclusion, je pense que quand on parle de 5G, il ne faut pas uniquement considérer la question des ondes, mais que cette technologie doit vraiment être mise dans la perspective de la digitalisation généralisée des objets, des infrastructures et de nos vies. Il est clair pour moi que tout ce qui est digitalisation en général sert avant tout à optimiser un système existant et pas à réduire la consommation des ressources. Or, ce système,
qui est basé sur l'innovation, la technologie, le marché, bref, le capitalisme, c'est un système qui est moribond, enfin il est résistant, il va peut-être encore durer, mais en tous les cas, qui ne peut pas durer plus longtemps. Plus on attend pour en changer, plus ça va être assez dur et surtout pour les personnes les moins nanties. Il y a des doutes aussi, je n'en ai pas encore parlé, mais il y a des doutes du côté des opérateurs. Quand on regarde un peu derrière le beau vernis et les discours lénifiants, les opérateurs ont beaucoup de doutes sur la rentabilité des réseaux. La rentabilité de la 4G n'est pas évidente. La 5G, ils y vont parce qu'ils ont déjà beaucoup investi dedans et donc ils n'ont pas le choix. Il y a un retour sur investissement à faire, mais il y a beaucoup de doutes de leur côté aussi. Un des arguments, vraiment, c'est le seul, je pense, que j'entends en permanence, c'est il faut y aller parce que les autres le font déjà et que nous sommes en retard. Si on veut être compétitif, il faut la 5G, c'est comme ça, c'est un vieil argument, hein, mais qu'on nous resserre extrêmement souvent. Et je pense qu'on a une imagination finalement assez pauvre par rapport aux anticipations que nous promet le numérique. On nous promet des tas d'objets, des choses qui vont… ça ressemble un peu aux voitures volantes hein, qu'on avait déjà au début du XXe siècle, et puis des tas d'autres choses. On nous promet ces choses-là, mais sans jamais nous expliquer la manière dont on va y arriver et aussi toutes les conséquences que ça pourra avoir. Et donc, on nous vend des images et beaucoup moins des processus et un imaginaire social qui permettrait de comprendre mieux finalement l'insertion des technologies dans nos activités quotidiennes. Toujours est-il que la 5G nous promet d'accélérer et de multiplier le nombre d'activités, alors que c'est évidemment l'inverse qu'il faudrait faire. Bon, l'espoir aussi, c'est qu'à un moment, ces technologies numériques, un collègue les appelle des technologies zombies, puisqu'elles sont déjà en fait mortes, au sens où elles sont non durables et qu'il y a un moment, donc, on ne sait pas à quelle échéance, on ne pourra plus les produire. En tout cas, toutes ces technologies sont déjà obsolètes d'une certaine manière. Et puis, et ça, je vous laisse en discuter, comme la plupart des technologies, la 5G nous est imposée sans beaucoup de débats. On a finalement très peu d'institutions qui nous permettent de choisir démocratiquement et collectivement les technologies que nous désirons et que nous estimons avoir besoin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Grégoire, en tout cas pour ces slides très semble qu'il y a de compréhension. Ah, Julien, on ne t'entend pas beaucoup. Tu es coupé Ah, pour moi, en tous les cas. pardon, vous m'entendez mieux? Ça va. Est-ce qu'on m'entend mieux? Est-ce que le Là, son ça va. est maintenant? Là, ça va pour l'instant, mais je ne sais pas, Très les bien. autres… Je disais seulement merci pour les slides instructives et pour le moment, des questions de compréhension n'ont pas été relevées, mais une question pour la suite qu'on va, ça, on va en voir, on va voir ça à la fin du troisième volet. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sarah qui va notamment nous parler du collectif Territoire sans 5G, entre autres. Sarah n'est pas là. Si, chouette. Si, je la vois, je pense. On la voit, le micro est coupé.
Bon, il semblerait que Sarah a un petit problème technique de son côté. On va attendre un petit moment. Alors, en attendant que Sarah règle son petit souci technique, je vais faire un petit point de publicité des prochains événements. Donc, ce soir, donc pour les plus courageux, ce soir, il y a un débat à 20h organisé par Attaque Liège, qui sera disponible à partir de leur page Facebook, sur la crise économique, sociale et politique en Haïti. Et en ce qui concerne Attaque Bruxelles, il y a un second événement le 12 avril sur la fraude fiscale des entreprises, le circuit court de la fraude organisée, avec Louis Van Ginneken, qui est journaliste à Médor. Et c'est un événement qui se fait en partenariat avec Financité et qui est sur Bruxelles également. Et le 14 avril, une conférence sur la société numérique, une chance pour l'environnement, avec Cécile Bull, qui est chercheuse à l'Université du Québec à Montréal. Donc, de manière générale, toutes les informations pour la suite des événements sont toujours disponibles sur la page Facebook d'Attaque. Alors, je vais me retourner vers Sarah pour voir quels sont les soucis à régler. Je suis navrée pour l'attente et ce petit hic.
Grégoire, je te laisserai peut-être la parole, du coup, peut-être sur un petit mot d'introduction sur le collectif, comme tu en es familier également, avant que je vois avec Sarah pour qu'elle puisse re-rentrer dans le Zoom, si ça te convient. Ah, voilà Sarah qui revient. Moi, je suis Ah, pas voilà. plus familier que ça avec ce Alors, collectif. Ok. Donc, Vous m'entendez? On te voit. On Oui. t'entend, on te voit. Désolée. Oui. Pardon, du coup, ouais. Oups, 3-4. Ok, du coup, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sarah Delade, je travaille chez Interenvironnement Bruxelles. Et puis, par ailleurs, je suis aussi dans un collectif qui s'appelle Technopolis. Et là, précisément aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet qu'on a lancé ou d'une campagne, disons, qui s'appelle Territoire sans 5G. Donc, je vais vous partager mon écran là maintenant. Et donc, normalement, vous devriez voir un site en vert. Est-ce que c'est le cas? C'est tout bon. OK. Mais donc, c'est sûr qu'avec ce que vient de nous dresser Grégoire comme tableau, c'est un petit peu terrorisant et effrayant. Pour autant, je pense qu'il est important d'essayer de continuer à se mobiliser et à s'opposer à cette technologie qui nous est imposée. Et donc ici, la proposition qui est faite, c'est une proposition parmi beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites pour témoigner de cette opposition ou s'opposer physiquement ou aussi essayer que ce soit des choses qui soient discutées, parce que je pense que c'est un des grands problèmes avec la 5G, effectivement, c'est qu'on est un peu tous pris de court et c'est compliqué, la matière est difficile, pourquoi est-ce qu'on s'opposerait à ça et pas au reste? Est-ce que... Enfin voilà, donc ce sont des matières compliquées. Alors ici, le site que je vous montre qui s'appelle Territoire sans 5G propose grosso modo des argumentaires sur 4 thématiques qui ne sont pas les mêmes exactement que celles dont vient de parler Grégoire. Mais donc d'une part sur les questions démocratiques, par exemple, sur les questions environnementales et énergétiques, les questions de santé physique et mentale, et également les questions de surveillance et de vie privée. Alors, parmi les actions que nous, on essaye de mettre un peu, disons, en clé sur porte, il y en a une qui est un petit peu plus fournie que les autres pour le moment, qui est une proposition de faire des interpellations communales. Et donc, il y a la possibilité de télécharger une motion et une interpellation communale. Et puis, il y a une petite explication sur comment la mener, combien il faut évidemment se renseigner au préalable pour savoir combien de signatures de personnes inscrites et domiciliées dans cette commune il vous faut. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je suis un peu perdue. Donc, il y a cette possibilité de... Tac, 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 tac. Il y a un endroit où on peut télécharger l'interpellation et la motion. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des propositions parce que vous pourriez être plus ou moins sensible ou le groupe avec lequel vous pouvez vous mobiliser peut être plus ou moins sensible à certains arguments ou d'autres. Et donc, ici, on fait une proposition de motion qui est assez maximaliste et qui considère que tous les problèmes, au moins sur ces 4 domaines, il y a matière à s'opposer et à demander que la commune fasse tout ce qui est possible, tout ce qui est en son pouvoir pour refuser l'implantation de la 5G sur son territoire. Alors, il y a aussi d'autres possibilités d'action et d'autres ressources. Évidemment, il y a des possibilités de manifestation. Il y a le collectif Stop 5G qui organise régulièrement des manifestations. La dernière avait lieu le 20 mars passé. Évidemment, c'est des questions de comment est-ce qu'on peut aussi visibiliser les différents problèmes et les différents arguments contre la 5G, que ce soit sur des questions d'ondes, sur des questions de santé, sur des questions de vie privée, de démocratie, ou évidemment sur des questions de surveillance. Pour vous donner un exemple, très récemment, je sais qu'il y a Extension Rebellion qui fait des moments de sensibilisation dans des magasins
Proximus et des choses comme ça. Donc voilà, il s'agit de faire parler du problème, d'exprimer pourquoi est-ce qu'il y a une opposition, etc., etc. Des possibilités d'organiser ou d'accueillir des marches. Donc ça, c'est parce que au sein de cette plateforme, il y a également les acteurs et actrices des temps présents qui ont déjà à plusieurs reprises organisé des marches pour essayer de rencontrer des gens sur un territoire et de se coalitionner pour différents sujets. Et là, ici, il et elle proposent d'organiser des marches sur la question de la 5G. Il y a le collectif Technopolis qui organise des balades. Je vais réussir à faire quelque chose de mieux là. Le collectif Technopolis qui organise notamment des balades pour compléter une carte, aussi bien de la surveillance par caméra que des antennes 5G, de la publicité, de l'urbanisme défensif, en considérant que tous ces éléments participent en fait à une surveillance accrue de nos vies et dans nos villes. Alors ici, là, vous avez la carte là. Je ne sais pas si en changeant d'écran, vous avez d'autres... Oui, on voit bien la carte. Okay, d'accord. Alors là, juste, je me balade à Bruxelles. Je vais sortir de la zone pour vous montrer qu'il y a déjà des antennes. Alors, je n'ai pas la technique suffisante que pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas exactement de la 5G, mais que c'est quand même de la 5G. Mais donc, il y a un petit tour de passe-passe sur la façon dont les antennes sont annoncées. Et donc, elles n'apparaissent pas de façon très claire comme 5G, et pourtant, elles le sont. Et je vais réussir à descendre jusque-là. Je suis désolée, je suis malade. En fait, j'ai vraiment du mal à suivre. Je n'y arrive pas. Tout va... Ah si, voilà. Donc ici, par exemple, à Halle, on a déjà des antennes 5G en fait, qui sont implantées. Il y en a également à Vilvoorde, il y en a dans d'autres parties de la Flandre. Donc, il y a un déploiement qui est commencé. Pour autant, à Bruxelles, pour le moment, on n'a pas de 5G et c'est vraiment une raison suffisante que pour continuer à parler de ces oppositions, parler des craintes que nous avons qui sont légitimes et poursuivre des actions et aussi mettre la pression, évidemment, sur les représentants politiques, ce qui est une des propositions qui est faite ici avec le collectif Territoire sans 5G. Et alors, je suis désolée, Julia, est-ce que tu peux me rappeler ce que j'étais aussi censée dire par ailleurs? Je suis désolée, je suis vraiment pas... Aucun problème, tu voulais aussi mentionner le volet démocratique, en fait, dans évidemment, on doit, pour un sujet aussi important que la 5G, faire valoir un bon exercice de la démocratie et tout ça en lien aussi, évidemment, avec le collectif. Oui, donc en fait, dans le collectif Territoire sans 5G, il y a effectivement plusieurs associations, oui, il y a notamment dedans plusieurs associations qui sont très sensibles aux questions démocratiques. Moi, je travaille pour Inter-Environnement Bruxelles et ça fait partie la question de la démocratie urbaine ou disons autrement des discussions sur ce qui s'implante et ce qui se construit dans nos villes. Ça fait vraiment partie, je pense, des choses fondamentales. Et là, sur cette 5G, c'est sûr que ça a été extrêmement... Oui, ça a été mené de façon extrêmement violente. Pour rappel, l'IBPT a commencé la mise aux enchères pendant le premier confinement et donc il était censé avoir une enquête publique qui a à moitié été annulée, etc. Il faut aussi savoir que ici, sur cette carte que je vous montre de Technopolis, les antennes qui ont été récupérées... les antennes GSM et les antennes 5G, au début, en fait, elles étaient sur le site de l'IBPT. Et puis, en fait, elles ont été retirées du site, notamment suite à plusieurs actions de sabotage qui ont eu lieu à différents endroits du pays et en Europe plus généralement. C'est quand même immensément problématique d'être dans une situation dans laquelle on va imposer des choses. Il y a des effets, ces antennes, qu'elles soient 5G ou GSM, elles ont des effets sur l'espace qui les entoure. Et pour autant, leur cartographie ne nous est pas accessible publiquement. Donc ici, c'est la même chose pour les caméras, en fait. Donc ici, on se balade en rue, on organise des balades pour mapper toutes les caméras qui existent. Et en fait, cette information, elle n'est pas reprise de façon exhaustive à un autre endroit. Donc,
cette façon dont la technologie de la surveillance à travers la 5G, mais déjà avant, mais encore plus avec la 5G, s'insère dans nos villes et dans nos vies, ça me paraît particulièrement inquiétant. Et il me semble qu'il y a vraiment lieu de s'y opposer de différentes façons. Je pense que je ne vais pas revenir longuement là-dessus parce que Grégoire en a beaucoup parlé, mais la question qui se trame aussi derrière la 5G, c'est celle des besoins. À quoi ça va servir tout ça et est-ce que c'est vraiment nécessaire de continuer à avoir cette consommation en terres rares, en minéraux, enfin voilà, tout ce que ça implique à un niveau local, mais aussi à un niveau international, aussi bien sur l'environnement que sur les travailleurs et les travailleuses. Je pense que ça pose vraiment cette question des besoins et c'est une question qui est inadressable en fait. Et donc provoquons cette adresse et provoquons ce questionnement. Je regarde mes notes sur le côté. Oui, finalement, il y a aussi des groupes qui se proposent de faire des interpellations dans l'espace public. Ici, on n'en a pas encore développé beaucoup, des propositions d'interpellation dans l'espace public, mais on va essayer d'en mettre plusieurs et de donner un peu des pistes et des idées. Et puis, si vous avez envie d'avoir du matériel, on va construire des affiches seront disponibles ainsi que des flyers. Donc, si vous avez envie de matériel pour mobiliser autour de chez vous, n'hésitez pas à écrire sur le site, voilà, à nous écrire sur les contacts. Et puis, par ailleurs, si vous voulez être mis en contact avec des personnes de la même commune que vous qui désireraient également mener des actions dans la commune, que ce soit l'action d'interpellation ou d'autres, on va également construire très prochainement un petit formulaire de mise en contact qui respectera le RGPD et tout ça. Mais donc, ce sera également possible de se rencontrer à travers ce site internet et, espérons-le, en vrai. Voilà. Comme je me sens vraiment pas très bien, je vais en rester là, sinon je vais commencer à dire des bêtises. Voilà. Mais merci Sarah en tout cas. Et ouais, moi j'invite vraiment tout le monde à aller voir le site internet de Territoire sans 5G qui est très complet et effectivement pour en savoir plus rien que sur les interpellations, c'est particulièrement intéressant. Moi, j'ai relevé deux questions jusqu'à maintenant, donc je pense qu'on va se plonger dedans. Donc, Grégoire, une première question sur une de tes slides tout à l'heure quand tu as mentionné les usages prévus de la 5G. J'ai vu que tu avais mentionné notamment l'armée, et en fait, on a eu une question qui nous est remontée pour peut-être approfondir en fait ce lien qu'il y a entre la 5G et le domaine militaire. J'ai vu quelques documents là-dessus. C'est quelque chose, l'armée, c'est la grande muette, donc c'est pas facile d'avoir des informations. Simplement, quand on discute avec des gens un peu informés, ils nous disent, oui, les militaires sont hyper intéressés par ça. C'est pas pour rien que Bruxelles, siège de l'OTAN, voudrait installer la 5G. Évidemment, bon, on a vu qu'il y a des résistances. Il va y avoir aussi évidemment un débat au Parlement bruxellois là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je ne sais pas, sans doute qu'il y a d'autres personnes certainement plus compétentes que moi pour parler de ces questions militaires, mais voilà, quand il y a une nouvelle technologie, on sait que les labos qui travaillent pour l'armée ont déjà développé énormément de choses en matière de robots, de drones, donc le lien est relativement vite fait, je pense, mais de là à savoir exactement ce qui se trame, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et une seconde question qui moi, dont je veux bien entendre la réponse, c'est que moi qui suis française, j'ai peut-être plus jusqu'à maintenant suivi ce qui s'est passé en France et avec Macron qui s'est opposé de manière très catégorique en fait à un des souhaits qui était dans la Convention citoyenne, qui était du coup de ne pas déployer la 5G, donc d'aller à l'encontre en fait de la volonté des citoyens. Et comment ça se passe en fait en Belgique? Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les positions des partis politiques et du gouvernement par rapport à ce déploiement ici en Belgique? Ouais,
J'observe une sensibilité assez différente du côté néerlandophone et du côté francophone. Donc, la ministre fédérale des télécommunications a dit qui est écolo, a déclaré que la 5G, on allait la déployer, n'a pas l'air d'avoir vu de problème. Comme le mentionnait Sarah, c'est en train de se déployer déjà en Flandre, alors que du côté bruxellois et wallon, il y a une forme d'atermoiement. Donc, du côté bruxellois, cette commission mixte parlementaire citoyen est en train d'être mise en place et devrait se réunir au mois de mai, d'après ce que je sais. Bon, quels vont être les résultats et surtout le poids que va avoir cette commission pour décider ou non de quelque chose concernant la 5G, ça je n'en sais rien. Du côté wallon, on est plutôt, effectivement, le Parlement vient de s'emparer de la question, le gouvernement va devoir choisir. Moi, ce que j'ai pu observer hier au Parlement wallon, c'est que ça va être tendu, ça va être compliqué, que les parlementaires sont en train de découvrir finalement l'ampleur et la complexité du dossier et de toutes les tensions qu'il y a derrière. Donc, quelle va être l'issue politique, je n'en sais rien, mais en même temps, il y a une pression extrêmement forte qui vient de l'Europe et puis du fédéral. Les instances de décision, notamment le comité de concertation entre régions et fédérales, fonctionnent pas toujours bien en Belgique. Donc, il y a toute une question autour des normes, en fait. Donc, il y a une demande de la part des entreprises et des opérateurs en particulier pour relever les normes d'émission qui sont plus basses à Bruxelles et en Wallonie, encore plus basses à Bruxelles, si je ne m'abuse. Et donc, un des grands enjeux dans les semaines et mois qui viennent, ça va être ce débat autour des normes d'émission. Et donc, faut savoir que le dossier était déjà sur la table avant l'actuel gouvernement bruxellois et que la ministre Brigitte Frémaux, qui était en charge du dossier, a dit « je ne touche pas à ce dossier-là, les élections arrivent, je renvoie la patate chaude au gouvernement suivant. » Et voilà, c'est là où on en est. Donc, voilà, le processus politique est en cours et c'est peut-être le bon moment d'avoir un vrai bon débat, bien informé, bien organisé, avec, si possible, une assurance que ce débat est autre chose qu'une sorte d'affichage démocratique, que c'est un vrai processus démocratique. Oui, je voudrais rebondir là-dessus. Je me suis rappelé de ce que je voulais dire. Effectivement, la mise en place de ce panel ressemble quand même un petit peu à une blague dans la mesure où finalement… Je vais relancer ma caméra, pardon. Dans la mesure où finalement les personnes qui ont été tirées au sort vont être amenées à se prononcer sur une question du type la 5G va être implantée à Bruxelles, comment le faire pour que ça se passe bien, grosso modo. Donc, je vois quelqu'un ici qui disait les propositions du panel citoyen devront obligatoirement être mises en œuvre et si elles ne sont pas, il faudra que les parlementaires le justifient. Alors oui, après la question c'est qu'est-ce qu'on demande? Donc voilà, si on part du postulat que la 5G va être implantée, point, et qu'en fait la discussion a lieu sur le moins pire là-dedans, en fait on ne laisse pas la place aux citoyens et à la participation de réellement se produire. Voilà, c'est quelque chose que nous, on voit beaucoup à Interenvironnement Bruxelles. Pour d'autres, dans d'autres domaines, la question de la participation, notamment autour des projets urbains ou des contrats de café ou des choses comme ça ressemble un peu à une participation dans laquelle on vous dit, voilà, on va changer tout, mais vous allez avoir la possibilité de nous dire si vous voulez que les bacs de fleurs soient verts ou soient rouges. Bon, c'est pas de la participation, c'est pas de la démocratie, c'est pas de la démocratie urbaine. Ce n'est pas tenir compte de l'intelligence potentielle et collective et c'est hyper problématique, quoi. Donc, je pense que compte tenu du fait qu'ils ont lancé cet appel, ce processus qu'ils appellent le processus de participation, c'est d'autant plus important de
démontrer qu'il y a des possibilités d'action par ailleurs, qu'il y a une volonté de la part des citoyens et des citoyennes, de la part des habitants et des habitantes de Bruxelles de se saisir de cette question-là et qu'ils en ont quelque chose à dire, même si ce qu'il y a à dire n'est pas arrangeant d'un point de vue politique. En l'occurrence, c'est un sujet qui est très touchy, Grégoire l'a dit, notamment pour le parti écolo, au sein duquel une partie des militants et militantes étaient opposés au déploiement de la 5G. Ça faisait partie des questions qui étaient effectivement sur la table avant les élections régionales. Écolo est sorti vraiment très très bien de ces élections régionales et voilà, il est occupé à plier sur la question de la 5G et voilà, je pense que ça vaut le coup de les réveiller. Moi, je voudrais peut-être, oui, sur tout ce processus participatif, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir dire quoi que ce soit. En revanche, il y a un argument important et qu'il faut prendre en considération, c'est la saturation des réseaux 4G. Et donc, si les citoyens veulent apporter une réponse et dire on ne veut pas de la 5G, il faudrait pouvoir dire mais comment on fait par rapport à ça. Et là, il y a quand même des alternatives. Il me semble que, outre ce qu'on appelle la sobriété, la conscientisation, sensibilisation des gens par rapport à leurs données, il y a d'autres manières d'aborder l'affaire. D'abord, tout ce qui peut être en filaire devrait être fait en filaire. Hein. Donc, si vraiment on veut mettre des caméras de surveillance, ben, on peut le faire en filaire. Ça coûte plus cher, mais voilà, on peut le faire en filaire si on veut. Concernant aussi les usages, ben, aujourd'hui, 70% des usages, c'est de la vidéo, des usages mobiles, c'est de la vidéo. Est-ce que c'est vraiment bien nécessaire? En plus, derrière tout ça, il y a du formatage. Souvent, c'est des vidéos 4K, donc très haute définition pour des petits smartphones. C'est tout à fait délirant. Donc, on pourrait dire, ben, on obliger les plateformes à réduire la définition en fonction des écrans. Donc, ça, ce serait certainement une manière de faire. Supprimer évidemment les forfaits qui permettent de consommer autant de data qu'on veut, donc de mettre des limites sur les usages qu'on a et donc éviter ainsi la saturation des réseaux 4G si on estime que c'est vraiment ça le problème. En tous les cas, il y a des pistes à aller chercher de ce côté-là. Et on a une question spécifique pour toi, Grégoire. Quelqu'un qui demande en fait, est-ce que c'est le bon moment pour continuer à interpeller le Parlement wallon en tant que citoyen? Je pense que c'est le bon moment puisque les auditions sont en cours. Peut-être que la question sous-jacente, c'était est-ce que c'est peut-être plus pertinent de passer par d'autres processus ou par justement des actions plus directes que de passer par le politique? C'est peut-être ça la question sous-jacente. Oula, oui. Mais, je sais, oui, ça c'est des stratégies politiques. Ça, c'est pas à moi à répondre à ça, je pense. Moi, là, j'interviens comme analyste des problèmes technologie, société, environnement. Donc là, sur les questions de politisation, qui je pense sont importantes, hein, je pense que pouvoir s'emparer de ces questions, c'est déjà un premier pas, et de bien comprendre les tenants et aboutissants du dossier, ça c'est déjà la première chose à faire. Après, sur les modes d'intervention, je me sens quand même moins compétent pour intervenir. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut tout faire. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore de recette magique sur rien. Donc, je crois qu'il faut faire les choses dans lesquelles on trouve la motivation et l'envie de le faire. Et puis, si certaines personnes sont plus à l'aise avec de l'action directe ou ça les motive plus ou ça fait plus de sens pour eux, je pense qu'en l'occurrence, les actions directes qui ont pu être menées, notamment cet été, elles ont vraiment refroidi en fait les développeurs
et les opérateurs de technologie, enfin du réseau en Europe. Donc, je me souviens d'avoir lu à plusieurs reprises que, notamment en Angleterre, il y avait eu des effets d'annonce, enfin des annonces qui disaient que, compte tenu du fait qu'il y avait eu trop d'antennes qui avaient été brûlées, ils allaient ralentir le déploiement ou en tout cas réfléchir à le faire autrement, etc. Alors, oui, ils vont le déployer avec plus de caméras autour, peut-être. Il n'empêche que l'action directe, c'est pas non plus à rejeter d'office, quoi. Et par ailleurs, je pense que les interpellations citoyennes ne sont pas non plus à rejeter d'office et que des interpellations citoyennes dans des communes sont l'occasion de mener c'est l'occasion de faire de l'interpellation en rue, c'est l'occasion de rencontrer des voisins et de discuter d'éléments politiques comme cela. C'est l'occasion de se redonner de la place, en fait, dans les décisions qui sont prises localement. Donc, moi, je crois qu'on a agissons comment et où on se sent de le faire. Il y a déjà des personnes qui agissent à tous ces niveaux-là, donc voilà, trouvons-nous et faisons les choses qu'on est à l'aise de faire ensemble. Une des choses qui me semble importante, parce que bon, aller brûler des antennes, le problème toujours est médiatique pour moi, derrière tout ça. C'est comment n'importe quel type d'action va pouvoir être justifié, repris dans les médias. Si on fait des choses extrêmement spectaculaires ou violentes, c'est juste le spectacle qui va passer. Et donc, on l'a vu, hein, donc, la Commission européenne a mis en place des outils pour essayer de debunker, je ne sais pas comment le dire en français, mais donc il y a cette idée que la 5G est une manière d'activer le Covid ou des puces ou des choses. Enfin, il y a beaucoup de délire aussi autour de la 5G. Et si les citoyens s'emparent du sujet, ce serait bien qu'ils montrent qu'ils ne sont pas délirants, ils appuient leurs actions sur un argumentaire bien étayé pour pouvoir justifier alors le type d'action qu'ils font. Et donc, je pense qu'il y a une vraie bagarre médiatique derrière, en tous les cas. Voilà, et pour l'instant, j'ai l'impression que les anti-5G, comme on les appelle, hein, sont plutôt qualifiés de complotistes, de délirants, de violents, etc. Donc, il y a un travail aussi, je pense, de ce côté-là à rattraper. Oui, tout à fait. Et on a une autre question qui nous demande, en fait, donc vous l'avez mentionné tout à l'heure, si jamais on se retrouve dans une situation où on n'aurait pas la 5G, en fait, est-ce qu'il y aurait une autre solution technique en ça, ou une autre pensée qui finalement la remplacerait? Pour remplacer quoi? La 5G? Si la 5G serait refusée, disons, est-ce qu'il y aurait une situation de repli, en fait, où finalement les risques sont autant les mêmes, quoi, disons? Ben, il y a tout le filaire déjà, donc mettre de la fibre optique partout, si on pense qu'effectivement qu'il faut multiplier les moyens de communication, voilà, ça c'est déjà l'alternative. Alors après, vraiment il faut distinguer les usages fixes et les usages mobiles. Les usages fixes, on peut faire tout ça en filaire. Ça coûte un peu plus, mais à terme, ça coûte moins. Ça coûte un peu plus dans l'installation, mais en termes d'usage, de consommation d'énergie, de matériaux, c'est beaucoup mieux, le filaire, la fibre optique. Après, il y a les usages mobiles. Alors là, on peut se demander, mais on a besoin d'usages mobiles quand ça, pourquoi faire? Et c'est là qu'on peut se poser ces questions-là, je pense. Et globalement, il y a énormément d'usages mobiles qui sont, à mon avis, pas nécessaires. Et ça, enfin, en tous les cas, c'est le débat qu'il faudrait avoir. Pardon, apparemment, la question est centrée par rapport au risque de fuite des entreprises. Sur la compétitivité des entreprises, parce qu'elles ne seraient pas là. Parce que alors, là, si des entreprises estiment devoir robotiser effectivement et automatiser une série de processus, ça se fait à une échelle locale. Donc là, si elles estiment que c'est nécessaire, pourquoi
elles ne pourraient pas développer leur propre réseau de 5G ou sur un autre standard. Il y a d'autres standards que la 5G pour faire ça. Donc là, comme elles développent déjà des tas d'autres technologies, mais elles n'ont pas besoin d'avoir une couverture territoriale étendue pour le faire. Ou bien alors on parle des voitures autonomes, des camions autonomes, etc. Mais ça, je pense que on est dans un autre monde qui, à mon sens, est en tous les cas hors de portée aujourd'hui. Et mentionné alors que pour le coup, tu avais toute une partie de tes slides sur la consommation des ressources minérales. Mais du coup, est-ce que peut-être l'exploitation de ces ressources naturelles, est-ce qu'elle est fondamentalement plus élevée que les précédentes technologies de téléphonie mobile? Enfin, à quel point ça se situe à ce niveau-là, comme apparemment quelqu'un a mentionné que les risques environnementaux, et par rapport à ça, c'était peut-être moins mis en avant, quoi. Non, c'est très compliqué de faire la part entre ce que ce serait la 5G et puis les autres dispositifs électroniques, toutes les technologies de l'information et de la communication. C'est ce que j'ai essayé de dire. On ne peut pas séparer la 5G des autres dispositifs. On ne peut pas séparer la 5G de nos écrans d'ordinateur, des smartphones, etc. Donc, ce que fait la 5G, c'est qu'elle rajoute une couche, suscite aussi de nouveaux usages, de nouveaux besoins, et donc de nouveaux appareils, va renouveler, va obliger, si on veut passer au standard 5G, on va devoir changer les appareils pour pouvoir capter les signaux. C'est plutôt de cet ordre-là. Ce n'est pas la 5G, enfin la 5G participe d'un mouvement général vers plus d'usage de ressources minérales extrêmement variées. La 5G, c'est un nouveau marché. Ça permet une nouvelle... ça permet d'ouvrir un nouveau marché à plein de niveaux, à plein d'égards. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore parce qu'on ne sait pas encore comment les entreprises vont se saisir de cette nouvelle technologie, mais elles le feront avec tout ce que ça implique. Voilà, c'est ce que disait Grégoire tout à l'heure. C'est la poursuite d'un système qui est déjà en place. Et par rapport aux entreprises, il y a quelque chose d'assez intéressant qui était montré par, je ne sais plus exactement qui avait montré ça, mais en gros, le VOE va commencer à intégrer dans la comptabilisation de la rentabilité de ses sièges, VOE va commencer à intégrer la présence de la 5G dans une ville ou non, alors même que la 5G n'est pas encore là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, VOE n'a pas nécessairement prévu de changer toute l'organisation de sa chaîne de montage. Ce serait même étonnant qu'il le fasse, puisque à VOE, pardon, j'ai dit VOE, je voulais dire Audi Forêt, pardon. Puisque à Audi Forêt, ils ont changé toute la robotisation, toutes les machines ont été paramétrées il y a moins de 3 ans pour lancer une nouvelle chaîne de montage. Donc, ils ne vont pas changer ça l'année prochaine. Mais pour autant, il y a une décision à un moment donné qui fait que sans que la 5G soit là, elle est presque déjà là parce qu'il y a consensus là-dessus. Mais en fait, il n'y a même pas spécialement consensus parce que tout à l'heure, Grégoire parlait des voitures assistées, c'est ça que tu dis? La conduite assistée, oui, à conduite assistée. Là, en l'occurrence, enfin, là, pour le coup, la guerre, elle est toujours en cours. Et donc, la 5G est occupée comme ça à s'imposer à certains endroits, alors qu'en fait, il n'est pas du tout clair et dit qu'elle soit même nécessaire, même pour des gens qui ne partagent pas mes objectifs politiques, par exemple. Mais même pour eux, en fait, il n'est pas du tout clair que la 5G soit le choix optimal, quoi. Et donc, questionner aussi la façon dont fonctionne cette fuite en avant, c'est-à-dire que sans être là, la 5G est déjà là et donc il faut déjà en tenir compte, me semble-t-il, c'est vraiment indispensable, sans quoi, oui, enfin, on s'arrête de faire des enfants ou on accepte que ça ira très mal. Enfin, voilà, je veux dire, il y a quand même une problématique collective, quoi, autour de cette question-là, indépendamment de est-ce que telle ou telle entreprise va quitter la Belgique ou Bruxelles s'il n'y a pas la 5G. D'autant que ça ne concerne pas non plus toutes les entreprises, pour le coup, et que l'opposition à la 5G, elle n'est pas du tout présente qu'à Bruxelles. Sous quelque forme qu'elle soit, il y a des très fortes oppositions en France, il y a des oppositions en Angleterre, il y a des oppositions en Hollande. Enfin, l'opposition à la 5G, elle est bien présente, en fait. Il s'agit de la rendre visible et de la rendre légitime, comme disait Grégoire, bien que je ne partage pas tout
tout ce qu'a dit Grégoire précédemment, mais je pense qu'effectivement, il y a une question de avec quel argument on avance. Et c'est aussi pour ça que sur la plateforme de Territoire sans 5G, on a voulu avancer plusieurs arguments immédiatement et des arguments qui sont étayés, quoi. Et donc, tout est étayé dans les arguments qu'on avance sur le site. Voilà. Et peut-être qu'on peut revenir brièvement sur les risques pour la santé et le principe de précaution, parce que je pense que pas mal de gens se trouvent confrontés en fait à des études qui sont soit d'un versant, soit de l'autre, et on ne sait pas vraiment comment se positionner, parce que finalement, il y a peu d'études très fiables qui ont été faites jusqu'à maintenant, ou du moins on a du mal à situer. Donc, quelles sont les conditions en fait, les conditions pour une étude définitive, finalement, sur ces questions liées au risque de la santé qui est fiable pourrait se mettre en place? J'ai des collègues qui travaillent sur cette question-là pour savoir, tiens, quel serait un bon protocole de laboratoire qui montrerait des effets ou pas sur des personnes qui se considèrent, qui se déclarent électro-hypersensibles. Et comme toujours au laboratoire, la question, c'est de savoir comment poser la question. Quelle bonne question il faut poser et quel est donc le dispositif à mettre en place pour pouvoir recueillir la réponse. Et donc, ils incluent dans le protocole des personnes électro-hypersensibles. Ils disent, comment est-ce que vous voudriez qu'on vous interroge? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Quelles sont les conditions selon vous pour pouvoir reproduire les effets que vous ressentez? Voilà, ils en sont là pour l'instant pour essayer de trouver la bonne manière d'interroger ce phénomène, d'autant plus que c'est un faisceau de symptômes qui ne se manifestent pas de la même manière chez tout le monde, c'est plus ou moins grave, c'est pas les mêmes ressentis, les corps ont l'air de réagir de manière très, très différente, donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose qui effectivement est en cours. Je pense que si on arrive à faire ça, à faire un bon protocole de laboratoire où les électro-hypersensibles se disent « Ah, mais oui, là, il y a quelque chose ou pas », et à ce moment-là, on aura pu effectivement démontrer ou non l'effet de certaines ondes sur ces symptômes-là. Mais voilà, c'est des recherches en cours. En attendant, on a quand même un faisceau d'études concordantes qui viennent du terrain, en épidémiologie, qui ne sont pas reproductibles en labo, donc, qui montrent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Enfin, alors, ce n'est pas parce que le labo n'arrive pas à le reproduire que ça n'existe pas. Mais donc, les études sont en cours, d'où la nécessité de freiner complètement cet empressement qu'il y a de déployer au plus rapidement possible. Mais c'est le principe de précaution. C'est quand on a, en situation d'incertitude, ce n'est pas parce qu'on n'a pas toutes les raisons et toutes les causes qu'on ne doit pas prendre effectivement une décision, surtout s'il y a des, je ne connais plus la formulation exacte, mais des dommages graves et irréversibles sont effectivement en jeu. Sarah, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Non. Parce que sinon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, je ne sais pas si l'un de vous a envie d'ajouter quelque chose ou de nous donner d'autres petites pistes de réflexion. Sinon, on clôture la conférence. Je suis un peu fatiguée, je ne vais pas réussir à penser à quelque chose, mais merci beaucoup pour l'invitation et je vais mettre le site internet dans le chat au cas où on espère. Je pense, oui, juste, il faut bien comprendre que cette digitalisation de la société, ça ne sort pas de nulle part. En fait, quand on regarde un peu, alors là, si on fait un peu d'économie politique, on voit que nos sociétés ont une productivité décroissante depuis 40 ans environ. Et la digitalisation, c'est l'espoir
de pouvoir augmenter la productivité et de relancer finalement la croissance. Mais on voit que ça marche de moins en moins bien, qu'on sent qu'on est à la fin vraiment d'un régime économico-politique, disons, basé sur cette croissance. On essaye d'aller tirer encore quelques points de croissance grâce à cette digitalisation et ça marche de moins en moins bien. Mais c'est pour ça, je pense que l'Union européenne, qui est soumise à effectivement à des lobbies intenses, parce qu'il y a encore de l'innovation et des marchés à aller chercher, comme disait Sarah, que la Commission européenne pousse vers ça. C'est parce qu'elle est encore dans ce vieux schéma de la croissance économique. Ils n'ont pas réussi à encore changer de logiciel. Moi, je me souviens, il y a environ 2 ans, j'avais été à une conférence organisée au Parlement européen sur la décroissance, précisément, et c'était très intéressant de voir que finalement, tous les hauts fonctionnaires européens et autres qui étaient là connaissaient parfaitement les problèmes. Ils sont au courant que ça ne peut pas aller, mais ils sont coincés dans des institutions et dans des manières de penser, dans des forces économiques monstrueuses. Moi, j'ai eu affaire déjà à des lobbies au niveau européen. C'était pour les compteurs communicants. C'était une belle scène. Donc, je vois leur force. C'est une force de frappe monumentale. Et je pense qu'il y a ces forces-là qui imposent, continuent à imposer des technologies dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui et qui sont même délétères pour le vivant et pour la planète. Je pense que c'est ça, qu'on est vraiment, qu'on est dans 2 camps de plus en plus nets entre, c'est ce que Bruno Latour essaye d'expliquer, entre les hors-sol, les modernes. Les modernes, ce sont ceux qui ont un plan en tête, qui veulent refaçonner le monde selon leur plan. Ils le découpent, ils le purifient dans les laboratoires, ils le réagencent, et la digitalisation est cette dernière étape pour des modernes. Et puis, face à eux, les terrestres qui veulent revenir vers le vivant, réinsérer toutes nos activités dans les cycles biogéochimiques de la Terre. Et ça demande une toute autre société. Et clairement, la numérisation, la digitalisation en cours ne va pas dans ce sens de s'intégrer au vivant dont nous dépendons tous. Et du coup, ouais, Sarah a partagé les 2 sites internet Technopolis et Territoire sans 5G. Et pour ma part, pour ceux qui souhaitent se documenter sur ce dont nous avons parlé, je vais partager par la suite sur la page Facebook d'Attaque Bruxelles une liste de rapports ou d'articles ressources et de sites internet pour ceux qui veulent approfondir du coup les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, qui du coup en partie ont été aussi des supports à la construction de cette conférence. Et du coup, merci à Grégoire et Sarah pour nous avoir éclairés sur ces points et d'avoir débattu du coup sur les questions qu'on a abordées. Et pour continuer le débat, évidemment, vous pouvez vous suivre la page Facebook d'Attaque et le site internet, vous abonner à la newsletter, lire le journal pour. Et donc pour rester bien sûr à jour sur ces questions et continuer le débat de manière générale sur les questions économiques et sociétales, mais aussi sur la 5G. Et du coup, juste pour petit rappel du coup, sur les prochains événements, ce soir à 20h, du coup, Attaque Liège qui organise un événement sur la crise économique, sociale, politique à Haïti. Le 12 avril sur la fraude sociale des entreprises. Et le 14 avril sur la société numérique. Donc voilà. Donc merci encore à vous deux. Et voilà, je partagerai par la suite quelques documents pour plus d'infos. Et puis, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et merci pour les questions. Au revoir. Merci bien. Au revoir.